de vous retrouver pour une nouvelle saison du Journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous vous emmenons autour du bassin méditerranéen pour vous faire vivre ou revivre les événements qui ont marqué l'actualité. Gros plan sur la Syrie avec la signature de l'accord entre Américains et Russes concernant le démantèlement de l'arsenal chimique. Et nous nous intéresserons plus particulièrement à ces Français qui ont choisi de rester à Damas malgré le conflit. En Grèce, la crise est loin d'être terminée. Athènes pourrait bénéficier d'un troisième plan d'aide. En attendant, le gouvernement doit faire rentrer de l'argent dans les caisses. Vous verrez que cela n'est pas si simple dans un pays où de mauvaises habitudes ont été prises. Enfin, une plongée dans les eaux de la Méditerranée au large de Marseille avec des astronautes. C'est ici que ces hommes de l'Agence spatiale européenne s'entraînent à des voyages dans l'espace. Mais d'abord, je vous le disais, la semaine a été marquée en Syrie par l'accord entre Américains et Russes sur le démantèlement de l'arsenal chimique. Le président syrien, Bachar al-Assad, interrogé sur une chaîne américaine, a estimé qu'il faudrait 1 an et 1 milliard de dollars pour en venir à bout. Une semaine qui avait commencé par un tournant dans la crise syrienne avec cet accord conclu entre les États-Unis et la Russie prévoyant le démantèlement de l'arsenal chimique de Bachar al-Assad. Et pour la première fois, Moscou semblait accepter l'idée de sanctions éventuelles contre la Syrie. Dans le cas où Damas ne remplit pas les exigences souhaitées, ou s'ils utilisent des armes chimiques, alors le Conseil de sécurité des Nations Unies pourra voter le recours à la force. Lundi, le rapport très attendu des inspecteurs de l'ONU a été publié, rapport qui confirme l'utilisation de gaz sarin en grande quantité lors du massacre du 21 août qui aurait fait près de 1500 morts dans la banlieue de Damas. Pour Paris, Washington et Londres, les conclusions ne laissent aucun doute sur la responsabilité du régime syrien. Moscou et Damas dénoncent un rapport politisé. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lui parle de crimes de guerre. 85% des échantillons de sang contenaient du gaz sarin. La majorité des roquettes ou des restes de roquettes retrouvés avaient contenu du gaz sarin. Il s'agit donc, sans aucun doute, d'un crime de guerre. Mercredi, dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, Bachar al-Assad affirmait qu'il était d'accord pour détruire son arsenal chimique. Un démantèlement qui coûtera selon lui 1 milliard de dollars et prendra plus d'1 an. Selon l'accord américano-russe, le régime syrien a jusqu'à ce week-end pour fournir la liste complète de ses armes chimiques. Intéressons-nous à présent aux Français de Syrie. Ils seraient 2000, ils ont la double nationalité pour la plupart. Des franco-syriens qui ont choisi de rester sur place malgré la guerre. L'ambassade de France est fermée. Le lycée français, lui, continue de fonctionner presque normalement. Lui, comme tous les matins, prend le bus à Damas pour aller travailler. Ce professeur de français habite ici depuis 38 ans et malgré le contexte, il n'y a pas de danger, dit-il. Pas du tout, je prends le bus comme tout le monde et rien n'est plus sain ni plus naturel, il n'y a aucun problème. Direction le lycée Charles de Gaulle. Fil barbelé et barrières anti-voitures piégées à l'extérieur. Mais une fois passé l'entrée, l'établissement ressemble à n'importe quel autre. Allez, ça va encore 5 minutes, ça va. Il y a 2 ans, le lycée français a failli fermer quand les autorités ont rapatrié en urgence son personnel. Mais les parents d'élèves ont trouvé eux-mêmes un nouveau proviseur. Michel le prêtre, tout juste retraité, a donc repris du service et être proviseur à Damas, c'est d'abord les mêmes problèmes que partout ailleurs. Vous n'avez pas classe maintenant ? Alors pourquoi vous traînez ? Il y a 10 jours, 200 élèves, souvent franco-syriens, ont donc repris le chemin de l'école. Seul aménagement pour la rentrée s'est abri en cas de bombardement, avec de l'eau, des vivres et des trousses de secours. Tout ce qu'il faut, j'espère. J'espère surtout qu'on s'en servira jamais. La mémoire du lycée, c'est Liano Kassatli, l'intendant franco-syrien. Son bureau, un résumé de l'amitié entre les deux pays, dit-il, où présidents français et syriens cohabitent toujours. Alors vous n'avez pas mis François Hollande ? D'habitude, c'est l'ambassade de France qui m'envoie la photo du président, mais comme l'ambassade de France n'existe plus, ce qui fait mal au cœur parce que la France, pour moi, compte beaucoup, mais bon, la politique, je comprends pas. Des liens tissés au milieu du XXe siècle, quand la Syrie fut placée sous contrôle français pendant 26 ans. Et malgré la crise diplomatique, le regard des Syriens sur la France reste bienveillant, nous dit-on ici.
Moi, à chaque fois que les gens s'aperçoivent que je suis français, ce n'est que des paroles gentilles, y compris... Même en ce moment. Ah, même en ce moment. Et je dirais plus encore en ce moment. Peur des accusations de connivence ou de froisser les autorités syriennes, beaucoup de Français ont malgré tout choisi d'éluder nos questions aujourd'hui, dans un pays où la parole reste très loin d'être libre. Alors il y a ces Français que nous venons de voir et qui ont choisi de rester en Syrie. Il y a également des Syriens qui, eux, ont fui leur pays. On estime à 2 millions le nombre de réfugiés depuis le début du conflit. La grande majorité se trouve dans les pays limitrophes, notamment au Liban ou en Jordanie. Quelques-uns viennent en France. Voilà 10 mois qu'Hassan, sa femme et leurs 3 enfants ont fui leur pays, la Syrie, pour se réfugier à Lunéville. Exercer son métier en pleine guerre civile devenait dangereux pour ce chirurgien. J'étais coincé en fait, il y avait de menaces, de dangers pour ma famille, pour mes enfants. J'étais obligé de quitter le pays. Ses visas et sa mise en sécurité, il les doit à Muriel, une amie infirmière, rencontrée lors d'un stage en Lorraine il y a 7 ans. S'il m'appelait, c'est que je pouvais faire quelque chose. Et je me suis pas posé de questions. En fait, j'ai démarré tout de suite sur le circuit administratif pour les faire venir, que tout le monde soit en sécurité et toute la famille ensemble. Chaque matin depuis 3 mois, Hassan espère trouver dans la boîte aux lettres le récépissé lui accordant le droit d'asile. Pour tromper l'attente, il occupe ses journées avec l'association Potentiel Solidarité, où il apprend à lire et parler en français. Et tout est changé, parce que là-bas, j'étais partout, j'ai travaillé partout dans les cliniques, les hôpitaux. Et puis ici, ça fait 10 mois, je suis arrivé, je fais rien. Concernant la politique internationale au sujet de la Syrie, Hassan ne se montre pas optimiste. Ça fait des mois, des années, on entend, toujours ils disent qu'on a trouvé quelque chose pour aider les peuples syriens, et finalement, rien. Toujours les peuples syriens, ils sont sous bombardement et le pays, c'est tout brûlé, c'est tout cassé. Oublier la guerre, reprendre une vie normale, faire des projets. Pour Hassan et sa famille, ses espoirs reposent plus que jamais sur l'obtention du statut de réfugié. Le statut de réfugié, c'est également ce qu'espèrent les migrants qui tentent de rentrer en Europe. Et ils sont prêts à tout, comme le montrent ces images. La frontière entre le Maroc et l'Espagne a été plusieurs fois prise d'assaut ces derniers jours par des centaines de candidats à l'immigration, venus d'Afrique noire pour la plupart. Ils ont tenté de franchir les clôtures de Ceuta et Melilla, ces enclaves espagnoles au Maroc. Certains y sont parvenus, une dizaine d'autres ont été blessés. Plusieurs tentatives de passage de migrants ont eu lieu ces derniers mois, parfois émaillées de heurts avec la police. En Grèce, c'est la consternation après la mort mercredi d'un artiste militant antifasciste poignardé par un membre du parti d'extrême droite Obdoré. La victime, bien connue pour ses opinions politiques, était un musicien de rap. Des milliers de fonctionnaires mobilisés depuis 3 jours dans le pays pour réclamer la fin des réformes brutales ont dénoncé ce meurtre mercredi. Certaines manifestations antifascistes se sont terminées par des affrontements avec les forces de l'ordre. De quoi déstabiliser un peu plus le pays déjà dans une situation difficile. Car on a appris cette semaine que la Grèce aurait besoin d'un 3e plan d'aide. Il pourrait atteindre 10 milliards d'euros. De son côté, le gouvernement grec doit remplir les caisses et continuer de lutter contre la fraude fiscale. Un engagement loin d'être évident. À 1 heure de bateau d'Athènes, Égine est fidèle au cliché des îles grecques. Son eau turquoise, sa pêche artisanale, ses églises orthodoxes et ses habitants qui rechignent à payer ce qu'ils doivent à l'État. Équipés d'une caméra cachée, nous visitons quelques boutiques et les commerçants affichent vite la couleur. Vous prenez la carte ? Non, des espèces, seulement des espèces. La machine ne marche pas et les banques, avec la crise, vous voyez, elles nous prennent notre argent, donc seulement du cash. Chez le glacier, il y a bien une caisse enregistreuse, mais qui n'enregistre plus rien. La vendeuse fait son addition sur une calculette à côté pour ne pas laisser de traces écrites de ses ventes et reverser moins de TVA à l'État. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure aussi dans les stations-service. Ici, pas moyen d'avoir de ticket de caisse, les paiements en espèces sont appréciés et la comptabilité de la gérante semble sommaire. Beaucoup de restaurateurs, en revanche, ont préféré se mettre en règle cette année. D'abord, leur TVA a été réduite de 10%, et puis il y a la peur du gendarme.
Moi j'ai peur des contrôles fiscaux. S'ils viennent, l'amende est tellement lourde que je préfère sortir les tickets de caisse. Mais bon, j'aimerais savoir ce qu'ils font de notre argent. Si les recettes fiscales sont en baisse, la Grèce est quand même parvenue à rééquilibrer son budget en coupant davantage dans les dépenses. Et ça n'est pas fini. Le Parlement discutera demain de nouvelles suppressions d'avantages pour les fonctionnaires, comme le congé ophtalmique, un repos de 6 jours accordé aux fonctionnaires qui travaillent sur ordinateur. Réduire les dépenses de l'État, une des promesses d'Athènes à Bruxelles. Mais il y a un autre engagement que la Grèce peine à tenir. Les privatisations, Trenocé par exemple, la société de chemin de fer nationale, est à vendre depuis plus de 2 ans. 3 pays auraient timidement montré leur intérêt pour les trains grecs, mais les cheminots s'attendent à une fin plus tragique. En fait, ils veulent faire ce qu'ils ont fait avec RTE, la télévision nationale. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont tout arrêté et c'était l'écran noir. Les journaux disent que c'est ce qui nous attend aussi. La privatisation du rail, en revanche, n'effraie pas les usagers, souvent exaspérés par l'état du réseau, les fermetures de gares et les retards. À 100%. Je suis pour privatiser, pour que ça fonctionne correctement. À l'image des trains, le plan de privatisation n'avance pas depuis 3 ans et ça ne devrait pas s'arranger. Le patron de l'organisme chargé de gérer les ventes vient d'être limogé pour corruption il y a 15 jours. Résultat, Bruxelles propose elle-même de gérer ces privatisations. C'est un statut qui fait l'objet de bien des discussions politiques depuis une dizaine d'années. Le ministère de la Justice vient d'envoyer un décret au Conseil d'État sur le statut du repenti. Ces hommes et ces femmes qui acceptent de dénoncer les membres d'un réseau mafieux en échange d'une nouvelle vie. Un sujet sensible lorsque l'on sait que la loi de 2002 sur les témoignages sous X n'était pas vraiment infaillible. Lutter contre le trafic de stupéfiants, les proxénètes, démanteler des réseaux terroristes, envoyer en prison des malfaiteurs expérimentés et violents. Ce sont les derniers règlements de compte dans le sud de la France qui ont convaincu les ministres de la Justice et de l'Intérieur d'agir contre le crime organisé avec l'aide de repentis. Le contrat est clair, le malfaiteur dénonce ses complices, en échange l'État lui donne l'absolution et fournit une nouvelle identité à lui et à sa famille. En Italie, la loi existe depuis plus de 30 ans déjà. Là-bas, de redoutables réseaux mafieux et terroristes sont tombés grâce aux témoignages de repentis pendant des procès retentissants. Comme cet ancien mafieux à Palerme. Aujourd'hui, il peint. Avant, c'était un tueur. Il a dénoncé tous ses amis il y a 20 ans. Pourtant, il se cache toujours. Moi, je ne suis jamais installé. Je bouge tout le temps. Je reste en Italie, mais je fais le tour du pays. Je ne peux pas me poser quelque part. En France, le projet n'est pas nouveau, mais il est resté longtemps dans les cartons. Car même les plus favorables à l'utilisation des repentis ont des réticences. C'est l'institution judiciaire et c'est l'institution policière qui vont se porter garant de la vie de quelqu'un avant le procès, pendant le procès et après le procès. C'est pas simple à gérer, ça demande beaucoup de monde, beaucoup de moyens. C'est pas simple du tout. Sinon, on va avoir des règlements de compte de gens qui seront retrouvés 6 mois, 1 an après et qui nécessairement subiront les conséquences de leur collaboration avec la justice. Le risque est bien réel. Pour le contrer, les autorités promettent d'y mettre les moyens. La nouvelle vie des repentis et de leurs familles sera financée avec les centaines de millions saisis chaque année dans le cadre des enquêtes policières. La violence à Marseille avec cette voiture bélier lancée lundi contre l'entrée principale d'un lycée des Quartiers Nord. Il s'agissait d'un véhicule volé, un acte gratuit dénoncé par le maire d'arrondissement. Et la question qui se pose désormais est comment protéger l'école des agressions de la ville. Car comme vous allez le voir, pour certains élèves, l'établissement scolaire reste souvent le dernier rempart contre l'agressivité extérieure et la délinquance. Dans ce quartier du nord de Marseille, au pied des tours, un collège classé zone violente. Bonjour. Tous les matins, quand ils franchissent les grilles, ces élèves changent d'univers. Les codes de la cité restent à l'extérieur. Vous savez qu'en passant le portail, ils doivent avoir le comportement qu'on attend d'un élève. C'est-à-dire ? Déjà. Plus de casquette, pas de capuche, bonjour, merci. On se dépêche, allez ! Les règles sont claires. Vous êtes ici ?
En rang 2 par 2, aucun geste agressif. Allez, on y va. La principale du collège ne laisse rien passer, sous peine de voir revenir les dérapages. On s'interpelle, on se clash, physiquement on se parle avec le corps, il y a des cris, tout ça il faut pouvoir faire en sorte de l'apaiser. Alors on va y aller, là il faut y aller de toute façon, voilà. La violence, ces élèves de 3e n'aiment pas en parler. Pourtant, ce cadre strict de l'école, ils y tiennent. Ici, les plus fragiles se sentent à l'abri des tentations et des menaces. À la cité, tu as le droit de parler comme tu veux, te battre. Et au collège, c'est pas du tout le cas. Ici, il faut être respecté, il faut se faire respecter, il faut parler normalement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, surtout, c'est que je me fais voler, que je me fais kidnapper, que quand on se bat, bon, des fois c'est pour rien, mais bon, de se faire violer. De plein de choses, on a peur. Moi, je me sens pas vraiment en sécurité dehors. Je me dis, je pense que c'est moi. Un jour, ça peut m'arriver à moi de tomber dans la drogue, donc j'essaie de pas fréquenter les mauvaises personnes. Dans ce quartier de Marseille, un élève sur 2 quitte le système scolaire sans le moindre diplôme. C'est le cas de cette jeune fille de 16 ans, convoquée avec sa mère. Le collège va lui proposer un emploi du temps aménagé pour la ramener sur les bancs de l'école. Il ne faudra pas que tu sois absent et qu'on note chez toi une amélioration dans la maturité pour qu'on puisse te faire confiance. On se dit, tiens, ça y est. Je sais que je ne veux pas finir sans rien, parce que, excusez-moi de le dire, j'ai quelque chose dans la tête. J'ai un cerveau, il faut qu'il fonctionne. Peut-être que je suis une décrocheuse, mais je vais leur montrer que ça y est, j'ai changé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle soit déscolarisée complètement, qu'elle sèche les cours, qu'elle traîne dans la rue, et puis qu'elle sombre complètement dans la délinquance. Car la rue, à leurs yeux, c'est souvent la loi du plus fort et de l'argent facile. Ce professeur de sport reste marqué par la réflexion d'un de ses élèves. Dis-moi, j'ai une connaissance, mon cousin, il vole des voitures et gagne 4 fois votre salaire. Effectivement, il y a des dealers qui gagnent énormément d'argent. Il faut voir comment ils finissent. Et bon, les événements montrent qu'à Marseille, effectivement, en général, ça finit mal. Un argument qui marque. Ces adolescents savent aujourd'hui que le collège est leur meilleur rempart contre la délinquance. Je vous propose à présent de découvrir une filière mal connue, la section Moyen-Orient de Sciences Po. À Menton, 210 étudiants suivent ce cursus de prestige. Ils sont italiens, turcs ou encore libanais et tous ont envie de comprendre les enjeux économiques et politiques des pays du bassin méditerranéen. C'est une chambre commune, mais ces quelques mètres carrés lui offrent un nouvel horizon. Elie est arrivé du Liban il y a quelques jours. Il a 18 ans et un bac décroché à Beyrouth. Le voilà maintenant en première année à Sciences Po, loin de sa famille. Il découvre Menton. C'est une belle ville, mais c'est un peu petit par rapport à Beyrouth, là où je viens. Un peu moins actif, un peu moins de monde. Mais ça va, je m'y ferai. Dès que je suis arrivé à Menton, en fait, j'ai rencontré des Italiens, des Turcs et tout ça, donc c'était très bien. Sciences Po, il en rêve depuis qu'il est enfant. Elie a déboursé 9 800 € pour intégrer cette école prestigieuse. Ils sont 210 étudiants ici, des Français, mais aussi des Américains, des Turcs, des Égyptiens. Tous ont choisi le cursus Moyen-Orient. Tous veulent comprendre l'histoire d'hier et celle d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Ça se traduit par l'ouverture d'un certain nombre d'enseignements optionnels ou d'enseignements dits d'ouverture qui traitent d'un certain nombre de points spécifiques de la zone Moyen-Orient-Méditerranée. On s'ouvre à des thématiques comme les relations entre l'Europe et la Turquie, Israël contemporain, etc. C'est justement ce qu'est venu chercher Elie. Lui veut mieux connaître son pays et sa région. Après seulement, il envisagera une spécialisation. Pourquoi pas une école de commerce ? Ça serait une ouverture, mais pas maintenant parce que je ne connais pas encore totalement et parfaitement ma région et je ne peux pas tout comprendre. Donc autant me focaliser sur ça, puis ensuite on verra ailleurs. Ici, les élèves ont une vue imprenable sur leur sujet d'étude, le pourtour méditerranéen. En Italie, une page s'est tournée cette semaine avec le redressement de l'épave du Costa Concordia. Le navire était échoué depuis près de 2 ans sur l'île du Giglio, au large de la Toscane. Pendant des mois, près de 500
personnes ont travaillé pour réaliser ce défi salué par tout un pays. Près d'1 an et demi aura été nécessaire aux ingénieurs pour mettre en œuvre cette prouesse, redresser les 114 000 tonnes de l'épave du Concordia échouée sur des récifs et aux 2/3 immergés depuis 20 mois. Et il aura fallu une vingtaine d'heures pour ramener le navire dans cette position qu'il n'aurait jamais dû quitter. Une opération jusqu'ici jamais réalisée à une telle échelle. Toute l'équipe est fière de ce qui a été fait, d'autant que beaucoup disaient qu'on n'y arriverait pas. C'était un vrai défi. 32 personnes avaient péri dans le naufrage du paquebot. Émus, les habitants ne cachaient pas leur soulagement. Cette nuit-là, c'était une nuit de cauchemar. Aujourd'hui, c'est une nuit de libération. Aux premières heures du jour, on constate enfin l'étendue des dégâts et ce flanc droit, enfoncé, broyé et totalement rouillé. Le navire repose désormais sur une plateforme d'acier pour le stabiliser et ne sera renfloué qu'au printemps prochain. En attendant, les secouristes vont tenter de retrouver dans les décombres les corps des 2 personnes toujours portées disparues. Et toujours dans les eaux de la Méditerranée, au large de Marseille cette fois, c'est là que les astronautes de l'Agence spatiale européenne s'entraînent. Des simulations sous l'eau très surprenantes qui pourraient, pourquoi pas, servir lors de prochains voyages sur Mars ou sur la Lune. À 30 minutes de mer de Marseille, sur l'archipel du Frioul, les plaisanciers ont eu droit à un spectacle étonnant. Par 8 mètres de fond, les astronautes de l'Agence spatiale européenne sont venus s'entraîner, à l'heure où leur politique spatiale et celle des Américains semblent se préciser. Le futur, ce sera l'exploration d'astéroïdes, l'exploration de la planète Mars, peut-être la Lune en tant qu'intermédiaire. Et donc on envisage la possibilité de développer en Europe des moyens de simulation qui pourront, lorsque les programmes vont se décider, servir à l'entraînement des astronautes. Financée par l'Europe, la COMEX a invité les astronautes et fourni équipes techniques et matériel. Pour cette simulation, les astronautes ont voulu recréer la mission Apollo 11 de juillet 1969. 44 ans plus tard, sur le sol marin, au large de la cité phocéenne, Jean-François Clairvoy et Hervé Stévenin ont donc répété pendant 30 minutes chacun les gestes de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. J'étais sur une surface granuleuse avec du sable, avec des petits cailloux, des rochers un peu plus gros. Donc on est sur une surface réelle qui a une histoire géologique, avec de la poussière, avec des cailloux. Et donc on peut s'y croire beaucoup plus que dans une piscine. Grâce à sa technologie de pointe et son scaphandre notamment, la COMEX espère à l'avenir attirer de nouveau les astronautes européens, mais pas seulement. Les contacts avec la NASA ont en effet été établis. Des spationautes américains fouleront peut-être un jour les fonds marins de l'archipel du Frioul, au large de Marseille. C'est un opéra créé en Seine-Saint-Denis, mais qui raconte l'histoire des enfants du Levant au large de Toulon. À la fin du 19e siècle, ces jeunes condamnés ont été envoyés au bagne, censés les rééduquer. Un souvenir poignant qui a inspiré le centre de création artistique d'Aulnay-sous-Bois. Ils ont réussi! Mais quand ils ont réussi, ils sont libres! L'histoire qu'il relate rend hommage aux enfants enfermés fin 19e siècle dans un bagne au large de Toulon sur l'île du Levant. Une île qu'ils ont visitée en mars dernier, où ils ont découvert l'existence de ces colonies agricoles pénitentiaires censées rééduquer les jeunes de 10 à 18 ans. Voilà, ici, vous avez visité les prisons. Alors voilà une cellule. Il y avait 7 cellules comme ça dans cette prison. 1057 enfants ont été détenus ici, soumis à de mauvais traitements. 99 d'entre eux y ont péri, le plus jeune avait 10 ans. Marqués par cette réalité, de retour à Aulnay-sous-Bois, les jeunes ont investi leur rôle différemment. Ils incarnent ces enfants du Levant. Le thème est vachement lourd, donc plus c'est lourd, plus on est dans le personnage et plus on veut transmettre des émotions, plus on veut transmettre l'histoire. On les connaît, ces enfants, c'est nous, ces enfants. Et ça fait bizarre, enfin, c'est difficile à expliquer. C'est émouvant, j'imagine. C'est très émouvant. Ensemble, on est plus fort et l'on s'en sortira. Ça donne pour moi un résultat, on est vraiment l'Opéra de Paris. C'est pour moi exigence, haut niveau et en même temps, d'ailleurs vous voyez, ils partent sans moi. Il n'y a pas besoin de chef, de toute façon c'est leur autonomie, mais en même temps d'avoir cette exigence, mais le plaisir de faire.
Aucun d'entre eux n'a été sélectionné pour son niveau vocal. Certains n'avaient même jamais chanté. Le 4 octobre prochain débuteront 5 représentations avec costumes, décors et orchestre. Ils deviendront alors chanteurs d'opéra. Des accords de Camp David au tout premier festival de Cannes, l'heure du rétrozap de la Méditerranée a sonné. Cette nouvelle rubrique revient sur des événements dont c'était la date anniversaire cette semaine, des images d'archives que l'on doit à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et on commence par la déclaration du général de Gaulle sur l'autodétermination de l'Algérie. C'était il y a 54 ans. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Le sang des Algériens appartient aux Algériens, non comme le leur imposeraient les couteaux et les mitraillettes, mais comme ils le diront eux-mêmes, légitimement, par le suffrage universel. Avec eux et pour eux, la France garantira la liberté de leur choix. Les images que nous avons reçues il y a quelques minutes sont très dures. Nous en avons ôté l'insoutenable, mais il fallait que vous soyez prévenus. Voici donc le récit d'un massacre la nuit dernière. La violence, la haine a atteint ici son paroxysme. Les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à échapper à ce massacre sont terrifiants. Des hommes en armes sont entrés dans les maisons, abattant sans distinction les femmes, les hommes et les enfants. Dans ces 2 camps de réfugiés de Sabra et de Chatila, à la périphérie de Beyrouth. Bonsoir à tous. Le président Carter a gagné son pari. Les résultats du sommet de Camp David constituent un important succès personnel. Il aura tout de même fallu 13 jours passés entre l'espoir et l'incertitude pour arriver à un accord entre Égyptiens et Israéliens. Vous voyez donc ce moment historique entre le président Sadat et M. Begin à l'issue du sommet de Camp David. Ils ont donc décidé de 2 plans, l'un qui joue sur 3 mois, avec une évacuation possible des Israéliens de la zone de Gaza et de Cisjordanie, ce qui n'empêche pas une présence militaire, et puis un plan à plus long terme de 5 ans. Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival, projeté avant-guerre, a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Sur la croisette, pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays. Retour à 2013 avec cette image de la semaine. Il s'agit de la destruction d'une luxueuse villa dans le Var à Ramatuelle suite à une décision de justice pour faire respecter la loi littorale. Il aura fallu 20 ans de procédure avant d'arriver à raser cette construction illégale. Aujourd'hui, la somptueuse demeure de 1800 mètres carrés n'est plus qu'un tas de gravats. Il y avait une salle de cinéma, une salle de jeu. Apparemment, il y avait une salle de coiffure et aussi une salle de musculation. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Et la préfecture du Var annonce qu'une dizaine d'autres villas devraient subir le même sort dans les prochains mois. Merci d'avoir été avec nous, que vous habitiez de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté. Au revoir. La semaine prochaine, vous retrouverez Grégoire Bouscambert pour un nouveau numéro du Journal de la Méditerranée.